Salut à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on fait la preview des Championship Games. Et oui, gros week-end à venir, un des plus importants de l'année. Avant tout, comme d'habitude, on démarre avec les petites brèves. Il n'y en a pas beaucoup, sachant que, en fait, on va faire un épisode. Non, tais-toi, Elio. T'as le quarterback de Houston Baptiste qui a transféré. Ah oui, oula, oui. Valentin, est-ce que tu peux nous donner un mot sur le quarterback de Houston Baptiste qui a transféré, je te prie? Du coup, Bailey Zapp, je le dis maintenant, il était dans son année senior. Il va faire une année. L'année prochaine, donc il va partir à la draft. Il sera drafté par une équipe. Et ce sera un très bon quarterback de NFL. Voilà. C'est la bold prediction de Valentin. Voilà. Si vous avez 2 euros à mettre aujourd'hui, peut-être que vous pourrez être millionnaire dans quelques années. Peut-être qu'on peut faire 2 euros juste. En autre info de la semaine, on a Kenny Pickett qui a utilisé, alors comme vous le savez, cette année avec le Covid, il y a une année gratuite d'éligibilité en plus offerte par la NCAA aux joueurs. Kenny Pickett qui l'a utilisé, qui va passer, il était déjà senior cette année, va passer sa 5e saison du côté de Pittsburgh, le quarterback. Et pour terminer aujourd'hui, en tout cas au moment où on enregistre, nous sommes le 16, eh bien c'est la journée nationale des signatures pour les commits de l'année 2021 dans toutes les équipes. Donc voilà, beaucoup de choses qui sont passées aujourd'hui. Certains d'entre nous très contents, merci coach Tuxley. Et on vous fera un épisode spécial là-dessus, voilà, parce que ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de joueurs sur lesquels il faut discuter, beaucoup d'équipes. Donc on vous fera un épisode spécial. Mais avant tout, comme d'habitude, le top 25, on vous présente le classement CFP du comité. Alors un classement sur lequel il y a quand même beaucoup de choses à dire, qui est très controversé. Je vous donne à peu près... Vous savez quoi? Je vous donne très rapidement la liste, le top 10. Et comme ça, vous pourrez déjà vous faire une petite opinion et puis on va en discuter. Alors en numéro 1, comme d'habitude, nous avons Alabama à 10 victoires, 0 défaites. Numéro 2, sur le même, pareil, 10 victoires, 0 défaites, Notre-Dame. 3e, Clemson. 4e, Ohio State, avec seulement 5 matchs joués, 5 victoires. 5e, Texas A&M. 6e, Iowa State. 7e, Florida qui ont perdu ce week-end face à LSU, on le rappelle. 8e, Georgia. 9e Cincinnati et 10e Oklahoma. Alors, ces équipes, enfin, on se croirait sur la Serie A en Italie là, quoi. Genre, franchement, il y a des équipes. Je suis navré de dire ça, mais il y a des équipes qui ne méritent absolument pas leur classement. Vous en pensez quoi, les gars? Quelles équipes vous dérangent le plus, au moins dans ce top 10? Et quelles équipes, d'ailleurs, hors top 10 pourraient être inclus dedans? Je pense qu'on devrait commencer par Florida. Bien que je trouve que Florida mérite d'être dans le top 10, c'est quand même surprenant de les voir à la 7e position avec 8 victoires et 2 défaites. Surtout avec la défaite de la semaine dernière face à LSU, qui est une équipe qui a 3 victoires cette saison et voilà, qui est une équipe dégueulasse cette année. Donc, voir Florida à cette place-là, d'autant plus qu'il reste devant Cincinnati par exemple, moi je trouve ça particulièrement choquant. Je pense que Guillaume il en parlera mieux. Et non, t'as aussi Georgia en 8e position, mais ça c'est depuis le début de la saison. Et quand je vois le classement, là, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Je comprends pas. On parlait des sextapes de Kirby Smart que Kirby Smart avait de son téléphone, les sextapes des enfants, des membres du comité. Là, je crois qu'il a tous les membres, tous les gosses, parce que je ne comprends pas. Attends, des sextapes des enfants. Non, mais là, le beeper, quel beeper, là, les gars, s'il vous plaît? Non, mais c'est vrai, quoi. Genre, qu'est-ce qui se passe photo, pourquoi Georgia, que fout Georgia dans ce top 10 quand tu sais qu'il y a des équipes qui poussent derrière? Je pense à Coastal Carolina, Cincinnati, Indiana. Moi, ça m'énerve. C'est la SEC qui est beaucoup trop, comment dire, qui est beaucoup trop surévaluée, dans le sens où dans le top 10, il y a quoi? Il y a 4 équipes de SEC. 4 équipes de SEC, c'est beaucoup, parce que la SEC, ok, c'est la meilleure division en ce qui concerne le talent et la plus relevée, mais bon, 4 équipes de SEC dans le top 10, dont Georgia à 2 défaites et Florida à 2 défaites, surtout que Florida a perdu contre LSU. Moi, ce qui me choque le plus, en fait, c'est Ohio State, qui joue pas et qui reste à la même position, alors que Cincinnati joue et perd 2 places.
Cincinnati ne joue pas, non, mais Florida perd une seule place en perdant, alors que Cincinnati joue pas et perd 2 places. Moi, ça me dérange que Cincinnati soit 9. J'aurais même mieux aimé que Cincinnati passe 7 à la place de Florida et que voilà. Parce que pour moi, Iowa State battrait Cincinnati et je vois mal Cincinnati rentrer dans le top 4 à part la défaite de Ohio State contre Northwestern. Mais sinon, c'est hyper dommage de mettre Cincinnati en 9e position alors qu'ils sont à 8-0. Et Coastal Carolina, je trouve que c'est un peu bas en 12e avec 11 victoires. Mais d'autant plus que Coastal Carolina est invaincu et ils sont invaincus. Ils ont battu des équipes classées dans le top 25. Et aussi par rapport à Louisiana, Louisiana n'a perdu qu'une fois, c'était face à Coastal Carolina. Et Louisiana avait battu en début d'année Iowa State, qui est dans ce classement, si je ne me trompe pas, qui est 6e. Alors elle est où la logique? Pourquoi Louisiana est aussi loin? Il n'y a pas vraiment de logique. Il n'y a pas vraiment de logique. Tu parles de Louisiana, etc. Mais quand tu reprends le cas de Ohio State, ils sont 4e juste parce qu'il y a Justin Fields. Et ce serait le quarterback de l'année prochaine. Ce serait la saison prochaine. Je sais pas c'est qui le prochain quarterback, mais il serait jamais 4e. C'est juste parce qu'il y a Justin Fields. Moi, donc quand tu sais qu'ils font ça, je suis d'accord avec toi parce que après derrière. Le classement, en fait, t'as l'impression que c'est des invitations, en fait, il est préétabli et qu'on sait déjà. Ohio State, Clemson et Alabama et dans une moindre mesure, Georgia, on sait qu'ils vont graviter autour de qui seront dans le top 4 à la fin de la saison. Alors que là, on voit avec par exemple Coastal Carolina, Cincinnati ou Louisiana qu'en fait le problème il concerne pas que le top 4 pour le comité dans sa manière d'attribuer les places, mais ça concerne aussi je vais pas dire les profondeurs parce que c'est très bien d'être classé dans le top 25, mais ça concerne pas que les grosses équipes. Les équipes moins fortes qui viennent du Group of Five, elles sont aussi lésées et ça je trouve ça assez injuste et en fait moi, je trouve que ça remet en question l'intérêt du classement depuis 2012. Coastal Carolina, il pourrait gagner 20 matchs cette année, il pourrait faire 20-0 qui serait toujours pas 4e. Hein. Donc c'est vraiment, c'est comme tu dis, c'est des invitations, c'est par rapport aux joueurs qu'il y a, à ce qui va se présenter à la draft, au futur pick qu'il va y avoir à la draft, parce qu'on sait que Justin Fields, c'est un top 2 normalement assuré. Donc forcément, c'est beaucoup plus sexy que Coastal Carolina. Donc la question, elle est vite répondue pour eux, quoi. Et c'est dommage. Et après, les gars, pour le cas de Florida... Vas-y, toi, parle-nous de ta maison, voilà. Alors, je vais commencer par être très honnête. Déjà, je ne nous voyais pas descendre que d'une place. Je nous voyais descendre de plus. Je trouve ça quand même assez étrange qu'on descende que d'une place. Après, ça m'arrive rarement, hein, je ne vais pas vous cacher, mais bon, ça m'arrive. J'ai réfléchi un peu au pourquoi du comment, qu'est-ce qui aurait pu se passer. Et j'ai ressorti plusieurs hypothèses. Après, vous me direz si vous y croyez pas, ou si c'est juste moi qui me chauffe pour rien. Mais pour moi, déjà, ce match contre LSU, on le perd. Tout le monde a vu de la façon dans laquelle on le perd. Ça, c'est bon, c'est passé. Ensuite, assez paradoxalement, surtout à moi qui ouvre ma grande bouche, notamment sur les épisodes précédents, il y a 3 équipes qui font qu'on est classé aussi haut. C'est Georgia, Clemson, Notre-Dame. Alors, je m'explique pour chacune. Pour Georgia, de la même façon qu'on n'est jamais passé devant Texas A&M pendant cette saison, pour moi, comme on les a battus et de plus de 10 points en plus, ils ne nous mettraient pas derrière eux. En mettant Georgia aussi haut, ils ne pouvaient pas nous descendre plus. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pourquoi Clemson qu'est-ce que de Clemson toute manière, Georgia, comme ils l'ont dit, et les autres, ils ne méritent même pas d'être là. Donc, vas-y. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais déjà, final, de base, au final, ils y sont, tu vois. Ouais. C'est ça. Mais au final, ils y sont. Donc, pour moi, quoi qu'il arrive, peu importe le classement de Georgia, ils ne nous auraient pas mis derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, qu'est-ce que vient foutre Notre-Dame et Clemson là-dedans? Je pense que l'annulation des matchs de Clemson et Notre-Dame a joué à cette défaite, dans le sens où on perd le match avant le championship game,
match que certaines équipes, donc Clemson et Notre-Dame, ont fait annuler ou ont été annulés par la conférence. Ça c'est, j'ai pas tous les ressorts, tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Et donc je pense que du coup, de ce fait, cette défaite a moins de valeur dans le sens où nous on a joué, on a perdu, mais le fait que eux annulent totalement les matchs pour plusieurs raisons, parce que pas de blessés, parce qu'ils voulaient se reposer, parce que machin, m'en fous, fait que cette défaite a moins de valeur dans les yeux du comité qu'elle aurait pu en avoir si Notre-Dame et Clemson avaient joué. Après, dernière chose, je pense que pour le college football comité, on reste une team sexy, on reste une team assez agréable à voir jouer quoi qu'il arrive. Et je pense qu'ils ne voulaient pas nous mettre non plus bas, dans le sens où il y a des gens sur Twitter, dont un qui se reconnaîtra très bien, qui ne sera pas d'accord avec moi. Mais pour moi, en nous mettant 7e, c'est nous laisser l'opportunité de rester dans la course au playoff. J'entends par là, si par je ne sais quel miracle, on bat Bama, on aurait une chance d'aller en playoff. Après, il y a aussi le fait que quand tu regardes le classement, tu as énormément d'équipes à 2 défaites qui sont classées haut. Iowa State, tu regardes Georgia, tu regardes Oklahoma. Et en fait, j'ai l'impression que cette année, avoir 2 défaites, c'est pas aussi rédhibitoire que à certaines autres années, ça aurait pu l'être. Après, et pour laisser un peu Florida de côté, c'est encore le problème des types du groupe of five, surtout cette année où il y a quasiment que de l'intra-conférence. C'est que, encore une fois, on en revient au même problème, c'est ils n'ont pas joué des teams comme Georgia, Florida ou Alabama à jouer, tu vois. Parce que honnêtement, il y a des équipes comme Arkansas, LSU. J'aimerais bien les voir jouer. La vérité, j'aimerais bien les voir jouer face à Coastal Carolina, BYU, Cincy. Parce que je suis pas si sûr que ces équipes-là gagneraient facilement. Tu vois ce que je veux dire? C'est tant qu'on n'arrivera pas à avoir des équipes du groupe of five qui. Et après, c'est un concours de circonstances aussi, parce qu'il faut que l'année Mais où. c'est l'essence même du college football. Non, je sais bien, mais après, voilà, c'est tout le principe de la difficulté du calendrier, de la conférence dans laquelle tu joues. Genre, c'est pas nouveau. On en a eu, là, on fait un peu, enfin, pas on fait un peu, mais tous les gens qui gueulent, pour moi, c'est faire des vierges effarouchées, parce que UCF invaincus, ils sont pas passés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas le calendrier des équipes du Power 5. Ils ont pas des matchs où, en fait, t'as des équipes, pour moi, du groupe du Power 5 qui, si elles étaient dans le groupe of 5, elles seraient top 25 parce qu'elles auraient beaucoup plus de victoires que là, tu as des équipes comme Arkansas qui se retrouvent à jouer Georgia, Florida, LSU, Alabama. Tu vois, je veux dire. Et c'est pour ça cette année, c'est particulièrement compliqué. Hein. Je suis désolé, Coastal Carolina, ça bat Louisiana à l'époque qui était 21e et ça bat BYU qui était 13e. Oui, mais voilà, mais après, tu veux mettre hors Power 5. Ok, très bien, tu veux les écarter, les équipes hors Power 5, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi Indiana qui sont à 6-1, ils sont en dessous? Pourquoi South California, USC, qui sont à 5-0 sont en dessous? Pourquoi Northwestern à 6-1 sont 14e? Enfin, toutes ces équipes, c'est que du Power 5, ça affronte des grosses équipes aussi. Pourquoi c'est en dessous? Pareil, Oklahoma. Alors Oklahoma, moi je ne dis pas qu'ils méritent, mais pourquoi ils sont 10e et pas 8e à la place de Georgia? Pourquoi Ohio State qui a 5 victoires, 0 défaites, ils sont pas à la même place que USC ou que d'ailleurs, ils n'ont pas de défaite, d'accord, mais bon, Northwestern et Indiana, ils ont une seule défaite, mais plus de victoires que Ohio State. Tu vois, il y a trop de trucs compliqués, même avec les équipes du Power 5. Alors, je dis pas que c'est des équipes qui doivent être dans le top 4, mais je dis que c'est des équipes qui méritent plus que d'autres, et qu'encore une fois, on revient à la même chose, c'est toujours les gros noms qui sont privilégiés, c'est toujours... Et c'est pas la logique sportive qui prime. Voilà, c'est pas la logique sportive, faut vendre des droits télé, faut vendre tout ça, et il y a un moment, en fait, c'est pas que c'est épuisant, mais heureusement qu'il y a des bonnes games, heureusement... Ça reste un business. Ça reste un business, donc qu'ils nous emmerdent pas, parlons crûment, qu'ils nous emmerdent pas à nous dire qu'on fait des playoffs à 4 et patati et patata avec les meilleures équipes du CFB, si c'est pas forcément le cas. Voilà, qui nous embête pas avec ça, faut placer parce que c'était le leitmotiv de base du passage au playoff à 4, c'était de privilégier l'aspect sportif, et là on voit qu'en fait il le nie toujours.
Ouais, mais le problème, C'est c'est ça. que les playoffs à 4, tu regardes juste, t'as 5 équipes dans le Power 5. Donc ça veut dire que même en règle générale, en saison, on va dire normale, t'as au moins une équipe championne du Power 5 qui va pas en playoff. Donc c'est galère de faire. Je suis pas d'accord avec tout ça. Moi aussi, j'aimerais bien voir des équipes comme Coastal Carolina, comme ceci, comme cela, jouer contre des vrais top teams de ouf, tu vois, contre des Georgia. Mais là, contre je des viens de te Florida, parler contre que des d'équipes machins. du Power 5. Hein. Là, je t'ai pas Oui, non, donné mais un nom du groupe of 5. Hein. Je t'ai donné que du Après, Power je 5. sais, Et mais il rien faut que prendre en ça, compte là, c'est aberrant le classement. faut prendre en compte le match-up. Enfin, tu vois, on a beau mettre, imaginons, on met Cincinnati 4e. Moi, je pense que Cincinnati, ils prennent 20 points contre Bama. Hein. Ils prennent 20 à 30 points. C'était ça quoi le aussi, match? Je tu crois que vois. c'est Notre-Dame ou Oklahoma qui avait pris 50 points en demi-finale. Bah non, c'est Oklahoma contre LSU là, qui avait Ouais. pris 60 points. Comme Mais ils en en fait, mettaient 60 en Big 12. tous Ouais, les mais ans, en fait, tous les ans, t'as une branlée. Tous les ans, en t'as une fait, branlée le truc, c'est en que tous demi-playoff. les ans, Depuis qu'ils ont tous les commencé ans, ouais. depuis qu'ils ont commencé les playoffs à 4, t'as tout le temps eu une branlée. Donc ça a Tous les souvent été ans, Oklahoma, c'est trois ça a été, points ça a été Notre-Dame. une fois Notre-Dame. Et pour moi, en fait, le truc, c'est que déjà, je pense que profondément, ça fait énormément chier à chaque fois le comité qui a une branlée en demi. Déjà ça c'est un. Et pour moi, en fait, pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est les mentalités qui sont comme ça. Ils sont trop frileux de foutre une équipe du groupe of 5 qui ne réussit pas à faire des saisons très bonnes année après année, après année, après année, après année. Tant qu'il n'y a pas de continuité, en fait, pour moi, tant que, par exemple, prenons l'exemple de Cincinnati qui est là 8e. Si Cincinnati fait top 10 pendant 3-4 ans d'affilée, là, je peux t'assurer que c'est pas la même salade. Mais là, pour moi, le problème, c'est que c'est une des seules façons pour moi de comprendre comment marche le comité. Mais ils ont trop peur du One Hit Wonder qui va quand il va se retrouver contre un vrai powerhouse, ils vont s'en prendre 60 à la mi-temps et va y avoir une merci rule en deuxième mi-temps, tu vois. Mais peu importe l'équipe en face, enfin, je pense que le quatrième, qui que ce soit, bon voilà, parce que c'est Ohio State, mais si c'était Texas A&M, Florida, Cincinnati, etc., ça prend 50 points contre Bama. Il y a pas déjà, de... on le verra ce week-end. Hein. On verra ce week-end De avec toute façon, Florida. Pour Guillaume, pas faire de teaser, tu sais très bien que ces résultats en playoff, ça vient juste du fait que tu as Ohio State, Alabama et Clemson qui surdominent. Ah oui, ça vient plus de ça que du niveau qui est pas assez fort derrière. Enfin, Non, mais tu sais quoi, prochaine fois, tu sais quoi, faudrait organiser. Qu'on organise Bon. une conférence contre ces équipes, et puis voilà, et puis au moins on a toujours les mêmes playoffs chaque année, on met toujours la même chose. Moi je suis désolé, Ohio State qui sont à 5 victoires, 0 défaites, qui encore une fois, et je l'ai dit la semaine dernière quand je parlais du USC aussi, mais encore une fois les mecs ils se prennent je sais pas combien de points en défense par match, alors qu'ils sont censés être une des meilleures équipes et qui sont 4e avec seulement 5 matchs, je suis désolé, c'est pas normal. Et encore une fois, Guigui, je comprends l'histoire du groupe of 5, ça je comprends. Vas-y, il y aura un match-up qui sera complètement déséquilibré. À la limite, ok. Mais je ne comprends pas ce classement vis-à-vis des autres équipes du Power 5 qui, pour moi, est totalement injuste et qui prouve encore une fois que ce comité est corrompu, que dans ce comité, d'ailleurs, il y a des proches d'équipes de SEC. Et ça, faut pas l'oublier. Et à un moment, je suis désolé, ça saoule. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, moi, pour être tout à fait honnête, moi, je suis pour une marche madness en college football. Donc, je suis à l'opposé de notre pote Batou, qui est pas là aujourd'hui, qui m'aurait peut-être. qui est en faveur de l'ancienne formule BCS, BCS, tu avais une finale directe. Que pour le BCS. Mais moi, je suis pour un marche madness, frère. Alors, peut-être pas à 64 équipes comme un marche madness, mais tu fous 16 équipes ou 32 équipes. Et vas-y, Royal Rumble, frérot. Un match, vas-y. Toi contre moi. Donc bon. Ouais, mais moi, ça me va, Royal Rumble, ça me va. Hein. On fera un épisode en fin de saison dessus. Enfin, pendant la off-season, on fera un épisode dessus. Là, on va pouvoir passer au Championship Game. Mais non, ça va être hyper intéressant à voir entre Baptiste qui veut le retour du BCS, moi les playoffs à 8 et toi le March Madness. Mais attention, hein, attendez-vous au classement final, parce que quand le classement final il va sortir, ça va crier dans cet épisode. Genre, protégez vos oreilles, ça risque de parler fort. Tout de suite. Juste Elio, si je dis pas de bêtises, c'est des dimanches qui sort, non? Et le prochain classement, avant de passer au top 25, le prochain classement CFP, le définitif d'ailleurs, c'est dimanche à 19h heure française
midi aux États-Unis. Tout de suite, donc, les matchs, pas du top 25, j'ai trop l'habitude de dire ça, mais les championships de ce week-end. Et on démarre avec le premier match du week-end. Alors, peut-être l'affiche qui vous paraîtra la moins sexy, on vous comprend. C'est la MAC qui se joue du côté de Détroit au Ford Field Stadium, qui est l'antre des Détroit Lions, et qui se joue dans la nuit de vendredi à samedi à 1h30 du matin, un match qui se voit opposer Ball State à Buffalo. Buffalo joue notre Français Jordan Evisset, qui est titulaire, ne l'oublions pas. Que pensez-vous, les amis, de ce match? Pour vous, qui est le favori, le gagnant, et pourquoi? Tout simplement. Et pourquoi? Et comment donner envie à nos auditeurs Jared Patterson. voilà, à nos auditeurs de regarder ce match? Jared Patterson, et c'est une demi-heure avant Oregon USC. Non, mais Robin a raison. Évidemment, tu as Jared Patterson, mais il y a quelque chose que l'on doit avouer, c'est que la MAC, chaque année, t'as toujours des actions de malade. Chaque week-end, t'as un putain de retour de punt ou de kick, de kick-off. T'as les dernières actions en fin de match où ça balance le ballon dans tous les sens et ça dure 40 secondes, puis ça va inscrire le touchdown de la gagne. C'est toujours des matchs où il se passe des choses. Après, ça dépend ce que vous aimez. Si vous aimez le beau football, je pense pas que la MAC est fait pour vous, mais si vous aimez les matchs excitants, faut regarder ce Ball State Buffalo. Et si je devais faire une petite présentation, Maction, c'est ça. Maction, c'est le hashtag. Le petit slogan, le hashtag de la conférence. Et pour faire une petite présentation rapide, Ball State, c'est une équipe qui mérite d'être ici cette année. Bon, bien qu'ils aient perdu un match, ils ont une fiche de 5 victoires pour une défaite. Ils ont perdu face à Miami à Ohio 38-31. Et après, face à toutes les autres équipes cette saison, ils ont toujours gagné de très peu, hormis face à Central Michigan. Et c'est une équipe qui sait gagner des matchs et qui n'a pas été, on va dire, impériale sur la saison, mais qui a gagné ses matchs. Et au final, c'est pas sorcier, mais c'est le plus important. Et ils viennent mériter leur place face à Buffalo, tandis que Buffalo a gagné ses 5 matchs, et à chaque fois avec des gros scores. Northern Illinois 49-30, contre Miami à Ohio 42-10, contre Bowling Green 42-17, contre Kent State, là où Jared Patterson a été très fort, 70-41, et contre Akron, Akron ils sont nuls, 56-7. Donc moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez que Buffalo va gagner haut la main ou qu'on va assister à un match serré? Moi je pense que Buffalo gagne haut la main parce que déjà Ball State va avoir du mal à contrôler la possession de balle. Parce que Caleb Huntley, le running back numéro 2, il est un peu trapu, c'est un petit gros, c'est un mec un peu gros. Il fait 230 pounds, quelque chose comme ça, il fait un peu plus de 100 kilos donc c'est plutôt pas mal. Grossophobe. Quoi? Grossophobe. Ah. J'ai dit grossophobe. Ah ouais, non. Mais du coup, non, Caleb Huntley, le running back de Ball State, qui est titulaire, qui a 6 TD, 450 yards, un truc comme ça sur la saison. Il a opt-out de ce match-là pour se présenter à la draft parce qu'il est senior. Donc voilà, ils vont avoir du mal pour moi à contrôler la possession de balle. Et c'est pour ça que Buffalo va gagner haut la main. Je suis d'accord avec toi. C'est quoi les autres, vos pronostics? Moi, c'est Buffalo aussi. Elio, Val? Ouais, Buffalo, pareil, ouais. Ça... Unanimité. Pas de souci là-dessus. C'est bon pour ce match. 2h du matin, on a la Pac-12 Championship qui oppose. Eh bien, Robin, je vais te laisser faire ta petite introduction et nous dire d'ailleurs pourquoi tu te retrouves en Pac-12 Championship. Alors, pourquoi on se retrouve en Pac-12 Championship? Parce que Washington, qui a remporté, entre grosses guillemets, la Pac-12 Nord, a des cas de Covid et donc ne peut pas jouer. Enfin, déjà, le match contre Oregon avait été annulé. C'était le match. C'est pour ça que je dis remporté, entre guillemets, parce qu'ils n'avaient pas joué contre Oregon. Et c'était le match qui allait définir le représentant de la Pac-12 Nord. Washington, du coup, qui a des cas de Covid, ne joue pas la finale. Et c'est Oregon, c'est lundi, il me semble. Lundi, Oregon était pressenti pour jouer Colorado, juste en match comme ça, pour dire de faire un dernier match. Au matin, ils se préparent contre Colorado. À l'après-midi, on leur dit en fait, vous jouez USC parce que Washington ne peut pas jouer.
Et du coup, vous avez une chance d'être champion de Pac-12. Honnêtement, on ne mérite pas d'être en finale, mais on y est. Donc autant faire le autant faire le maximum pour essayer d'être champion de Pac-12 cette année, même si ça ne sera pas forcément une fierté parce qu'on ne mérite pas globalement. Sinon, on rencontre USC qui sont classés 13e mais qui font jamais des grosses impressions. Ils gagnent toujours ric-rac. Le truc bien, pourquoi ça va être un match-up intéressant? Parce que Oregon retrouve, il me semble que Noah Swell, il avait été blessé lors du dernier match. Il y avait Devon Williams qui n'était pas là, etc. Ils retrouvent tous leurs joueurs. Et c'est un peu la dernière de certains joueurs d'Oregon. Donc voilà, intéressant de ce côté-là. Et au niveau du match-up entre les deux équipes, Oregon, c'est une équipe qui court de mieux en mieux avec le ballon, avec notamment Travis Dye qui est une très belle menace cette année. Et USC, en fait, c'est une équipe qui est hyper forte pour faire des comebacks. Et nous, on sait qu'on est très fort dans le quatrième quart-temps. Donc à voir, parce que je pense que c'est un match qui va commencer. Les deux équipes, elles commencent très mal. Donc la première mi-temps, si vous regardez Ball State Buffalo, on va pas vous en vouloir. Mais Oregon USC en deuxième mi-temps, ça risque de marquer de partout et d'avoir des turnovers. Je pense que USC va gagner. Honnêtement, je suis pas très confiant pour Oregon. Ils sont favoris d'ailleurs de 3 points selon Vegas. Tu vois, en fait, c'est ça. Ils sont pas favoris de grand chose parce que USC ils sont toujours ric-rac. Ils doivent toujours faire des victoires en comeback. Surtout là contre UCLA que nous on a battu, on a bien réussi à shutdown UCLA. À voir. On a un peu de mal cette année sur le backfield défensif et Kedon Slovis, s'il fait quelques passes dans le dernier drive, on va se faire prendre. Voilà, attention à pas faire de turnover, comme toutes les semaines, je le dis, attention à pas faire de turnover, attention à arrêter la course de USC et bien commencer le match. Mais comme USC ne commence pas bien les matchs non plus, j'ai pas de grand souci à me faire. C'est un match qui va se faire à 2h du matin. Il y aura Charles de USC qui sera en face aussi. Et je pense que le podcast, je ne serai pas tout seul. On fera le live tweet sur mon compte, mais aussi sur le compte de TTP. On mettra les vidéos. Moi, je ferai le live tweet global avec toutes les actions. Sur le compte Twitter de TrickPlay, on mettra que les vidéos de TD. Et sinon, voilà, ça va être un très beau match. Personnellement, je suis très pessimiste sur la victoire d'Oregon, mais il y a des chances. Mais je verrais plutôt USC avec un 27-23 pour USC, je pense. Moi aussi, je vois USC gagner exactement pour les mêmes raisons que Robin. C'est que je suis plus rassuré en fait par USC que par Oregon. Tu sens qu'Oregon est talentueux et de toute façon, ça se voit avec le nombre de freshmen qu'ils ont. Mais ce ne sera pas suffisant pour battre Kedon Slovis et ces receveurs là qui carburent bien. Ouais, USC en bonne forme. Slovis qui a inscrit 5 touchdowns la semaine dernière. En 5 matchs, il a inscrit 15 touchdowns, donc facilement une moyenne de 3 touchdowns par match. Allons-y comme ça. Mais Slovis, en tout cas, qui a l'air d'avoir trouvé son rythme. Amon-Ra St. Brown, c'est simple. Il est très très fort cette année. Il se présente normalement, il se présente à la draft qui arrive et il est censé être un des meilleurs receveurs. C'est-à-dire que il va se retrouver en championship. Il va se dire c'est là où je dois encore plus prouver. Voilà. Ouais. Et je pense que du coup, forcément, USC derrière a plus de chances qu'Oregon de gagner. Il a sa draft, il est junior et mais il s'est pas encore déclaré officiellement. Mais en tout cas, il a de grandes chances puisqu'il est annoncé comme début de deuxième tour en tout cas. Donc, de quoi faire un bon petit pactole. Toi, Guigui, t'en penses quoi? Juste Elio, moi je voulais revenir sur un truc qu'a dit Robin, dans le sens où t'as dit que Oregon ne méritait pas forcément de jouer ce match. Pour moi, si on va dans ce sens-là, si on va juste à la méritocratie ou quoi, il n'y a pas de match en fait. Si tu veux vraiment faire au mérite, parce que si tu fais un USC Colorado, bon après c'est sûr que c'est que la Pac-12 South qui serait. Tu vois, mais ça va dans pas comme ça. Personne ne mérite de gagner la Pac-12. Enfin, Washington, ils sont à une victoire, une défaite en Pac-12 North. Nous, on a, Washington ne méritait pas d'être en finale, on ne mérite pas non plus. Je pense que si USC gagne, c'est mérité pour eux. Sinon, on gagne, c'est pas le plus mérité. On y est quand même, mais parce qu'on a gagné quelques matchs, mais on n'est pas non plus. C'est la Pac-12 qui paye ces conneries.
Bah ouais, mais en fait, après, avec euh, seulement, avec aussi peu de matchs, ils auraient dû prendre le système. Ouais, genre Euh, comme en ACC, pas Ouest, ouais, pas d'Est, exactement, exactement. tu fusionnes tout, tu prends les deux meilleurs bilans. Je pense qu'ils pensaient que ça allait être Oregon invaincu, USC invaincu. Mais on s'est fait taper contre Oregon State et contre Cal, donc on n'a pas été invaincu. Mais je pense que dans leur idée, c'était ça. Autant faire Pac-12 North, Pac-12 South comme d'habitude, parce que de toute manière, Oregon et USC auraient été invaincus. Ce qui ne s'est pas passé dans les faits, mais je pense que la Pac-12 se ah, sont mais dit après, ça. La Pac-12, les mais imaginait ça, jamais ça, je Colorado suis être d'accord. invaincu. Je suis d'accord, Rob, mais regarde l'année dernière. Moi, je te prends mon exemple à moi. Mais la SEC l'année dernière, à ce moment-là, Georgia mérite pas d'être en playoff, d'être en finale de conf, parce que ça aurait dû être Alabama LSU. Mais juste que c'est pas comme ça que ça marche. Nous, on a des conférences de gens civilisés comparé à d'autres. On a dans notre conférence, on a 2 divisions. Ça a toujours été le premier d'une division contre le premier de l'autre. Pour moi, c'est normal que vous soyez comme il y a eu pour moi le petit micmac avec Washington, que ce soit vous ou Washington, vous méritez entre guillemets autant, c'est votre place. La saison elle est Colorado, particulière. Sur 5 matchs, sur 5 matchs, c'est une saison particulière. Et ce qu'a fait la ICC, moi j'ai trouvé ça très bien, sincèrement. ouais, mais J'ai après trouvé ça très très bien. Ouais. tout le monde n'est pas la Big Ten pour arranger ses playoffs et faire ses playoffs comme on veut, tu vois. Ah bah là-dessus, je les défends pas, ça c'est sûr. Toi, Valentin, t'as un petit prono avant qu'on passe au match suivant? Non, moi je pense à peu près pareil que Rob, donc je pense une victoire de USC qui est quand même un peu plus rassurante que Oregon et ce sera pas, enfin, ce sera normal, je pense. Rob, gars en sûr, tout cas, on te souhaite. Non, non, en tout cas, on te Et souhaite vas-y, moi bonne je mets la chance, victoire frérot. d'Oregon, les gars. Moi je mets la victoire d'Oregon. T'es encore plus mon gars sur. Non, Fais gaffe en à tout ton cas, prono tout à l'heure, je te cogne. Hein. on te souhaite bonne chance parce que dans le podcast, faut pas oublier qu'on est à chaque fois, malgré quoi qu'il se passe, on est à chaque fois pour les équipes des autres, tant que ça touche pas les nôtres, on va dire. 18h samedi, et oui, la Big Ten Championship qui va s'opposer Northwestern à Ohio State. Alors déjà, excusez-moi, ça sera le match Oregon-USC se passe du côté de Los Angeles, au Memorial Coliseum. Et 18h samedi, Northwestern qui affronte Ohio State en Big Ten Championship du côté de Lucas Oil Stadium des Indianapolis Colts. Commencer, par où terminer? Alors tout le monde, on va tous mettre la victoire d'Ohio State, on le sait d'avance. Est-ce que Northwestern aura... Bon, alors, les tarés, on les fait passer après. Juste une question... une question comme ça. Est-ce que Northwestern a les armes justement pour se battre face à l'ogre qui est Ohio State, ou est-ce que pas du tout et ça risque d'être beaucoup trop compliqué pour les Wildcats? Je vais dire un truc, je suis pas Michel Houellebecq, ils ont pas les armes, mais ils peuvent gagner. T'es pas Michel, mais t'es Dany, c'est ça? Ouais, bah... Donc voilà, je pense que Northwestern n'a pas les armes, mais ils peuvent gagner, je sais pas pourquoi. En fait, je crois que je vis encore avec l'espoir qu'Ohio State va se faire taper parce que ils méritent pas leur place, on en a parlé tout à l'heure. Et au fond de moi, il existe une toute petite chance que Northwestern gagne, malgré l'armada offensive et de talentueux joueurs d'Ohio State. Alors, une chose sur Northwestern, leur match, il les gère très très bien. Pat Fitzgerald, le coach, il gère vraiment... C'est un des meilleurs du pays. Ouais, c'est un des meilleurs du pays. Il a un petit programme, il arrive à faire des choses de fou. Voilà, ils sont en championship. Ouais, leur défense est très très bonne et surtout, ils gèrent très très bien les matchs, le temps. Enfin, il y a beaucoup de choses du côté du coaching staff de Northwestern qui sont intéressantes. La défense d'Ohio State, on en a parlé tout au long de la saison, c'est peut-être pas la meilleure des défenses qu'Ohio State ait connue lors de cette dernière décennie. Mais quand même, il y a quelqu'un vraiment qui mettrait sa pièce sur Northwestern, les gars? Non. Je maintiens et je dis que oui. Vas-y, pourquoi Kiki? Oui aussi. Ça sera une pièce, pas un billet, mais moi je le mets. Expliquez-nous où est le fond de votre pensée. Si c'est un Napoléon. 1 euro, si tu préfères. Non, honnêtement,
je trouve que malgré l'écart de talent brut entre les joueurs, pour moi, c'est quasiment le match-up parfait pour Northwestern. C'est-à-dire leur défense, qui pour moi est une des meilleures défenses du pays, contre l'attaque d'Ohio State, qui est aussi le point fort d'Ohio State. Donc, là, l'attaque de Northwestern, qui pour le coup n'est pas la meilleure du pays, contre la défense d'Ohio State, qui n'est pas non plus la meilleure du pays. Donc, pour moi, en fait, ça va vraiment être, ça va être mal sorti, ça va être Captain Obvious au max, mais est-ce que la défense de Northwestern, va réussir à prendre suffisamment peu de points pour que leur attaque arrive quand même à être dans de bonnes situations sur le terrain et n'en est pas à mettre 30 ou 40 pour gagner ce match. Moi, je pense sincèrement que Ohio State peut être tenu sous les 25 points à l'heure de ce match. Et je pense vraiment que la défense d'Ohio State peut se prendre 25 points. Que les dieux de la Big Ten t'entendent. Moi, je pense Après, que si Ohio State gagne voilà. pas, c'est Northwestern qui gagne. Merci, beau gosse. C'était Bonjour. ouais. Mais on te soutient. C'est l'analyse d'expert. Vraiment pour le coup, je pense vraiment que Northwestern a une chance. Et c'est la configuration, on va dire que c'est la configuration la meilleure pour que Ohio State perde. Alors ça va peut-être faire le rageux ou quoi de Ohio State, mais c'est pas eu que ça. C'est comme on a dit tout à l'heure. Pour moi, ils méritent pas leur 4e place. Ils n'ont pas joué assez de matchs. Ils ont, lors de leur gros match, donc notamment contre Indiana, ils ont absolument pas rassuré. Et voilà, donc moi, ça me ferait plaisir qu'ils se fassent taper. J'y crois pas énorme, hein, mais pour moi, il y a quand même une vraie chance qu'ils arrivent à tomber dans le piège de Northwestern. Et voilà, genre. Honnêtement, j'y crois. Je pense que ça peut vraiment le faire pour Northwestern. Après, ça se trouve, je vais me retrouver devant le match samedi soir. Et Ohio State aura pris 30 points d'avance dans le deuxième quart, tu vois. Mais je pense qu'en tout cas, sur le papier, le match-up, c'est le meilleur pour créer la surprise. Je n'ai que 2 mots. Justin Fields. Bon, allez, on ajoute Garrett Wilson, Chris Olave, Master Tig, Trey Sermon. Bon, il y a trop de mots en fait à donner pour Ohio State. Et je pense que sincèrement, ça va. La défense de Northwestern, elle va péter au bout d'un moment. Dernier, alors on est 2 à avoir mis Northwestern, 2 à avoir mis Ohio State. Valentin, tu vas départager tout ça avec un nom. Northwestern, comme Guigui. Mais je mets une pièce, une bonne pièce, quoi. Une bonne pièce de 2. La prédiction malade, quoi. Franchement, il y a plus de Northwestern qu'Ohio State. Bon, bah, on verra. En tout cas, très intéressant. On aime le risque. Je pense que non, toi, tu l'aimes pas, t'as mis Ohio State avec moi. Donc, toi, tu l'aimes pas, toi. Ouais, mais je pense que globalement, globalement, tout le monde a envie que Ohio State se fasse taper pour qu'il sorte du top 4. Et c'est pour ça qu'on a tendance à mettre Northwestern, pas parce que Northwestern est plus fort. Ok, ils ont certes, ils ont une chance, mais je pense que on a plutôt plus envie que Northwestern gagne pour pas qu'Ohio State aille en playoff. Pas parce qu'on n'aime pas Ohio State, parce que jouer 5 matchs et aller en playoff, ça va prouver au comité ça va prouver aux équipes que hors Covid, eh ben on peut jouer 6 matchs et 7 matchs et aller en playoff. Donc pourquoi pas se faire des bye week toutes les 2 semaines, voilà. C'est clair. Ouais, en tout cas, ne vous y méprenez pas. Je serai à fond derrière Northwestern aussi, par contre. Ouais. Idiot. Par contre, vous n'êtes pas prêts au playoff avec Florida, Bama et Texas A&M. Hein. Ouais, coupez ce micro, j'en peux plus. Le leader sec ici. 18h Oklahoma qui se déplace du côté de 18h, donc la même horaire. Hein. Oklahoma, faites double écran les amis parce que ça va être intéressant ça aussi. Oklahoma qui affronte Iowa State donc en Big 12 Championship du côté de l'AT&T Stadium à côté de Dallas, hein, Arlington, chez la maison des Cowboys. Alors, les amis... Compliqué celui-là. Très compliqué, on est tout à fait d'accord. Je trouve que c'est le plus indécis de tous les matchs. Ouais, franchement, de près, ouais. Spencer Rattler vaincra. Bah, j'espère pas, tiens.
Et Robin n'espère pas non plus. Bah, moi, je Yo, je t'ai dirais. déjà dit que je t'aimais. Mais je t'aime aussi, je t'aime. Moi, je t'aime, partirais, j'ai pas Moi, raison, je pense j'aime Robin. que Iowa va gagner. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec Val, Moi parce aussi, que Iowa State, là, ils sont sur une super série, et à chaque match, ils montent en puissance. Ils ont réussi à vraiment affirmer un style avec cette soupape de sécurité qui est Brice Hall, et t'as Kedon Slovis qui est en train de revenir vraiment. Ah, Caden Slovis, il est chaud. Ouais, hein, Kedon Book. Slovis, qu'est-ce que je dis? Il joue deux Il est chaud, championships en il a 24 l'avance. heures. Brock Purdy, pardon, il revient en force. Il avait fait un début de saison plus que mitigé. Et moi, je les vois bien faire déjouer Oklahoma. Et il faut pas oublier que en début de saison, Iowa State a battu Oklahoma 37-10. Et Matt Campbell, le head coach d'Iowa State, encore une fois, tout à l'heure, je parlais de bien gérer les matchs avec Pat Fitzgerald. Lui aussi, c'est pareil. Il sait super bien gérer le match, le timing. Enfin, c'est du vrai coaching, quoi. Tu parlais de Brice Hall, le running back d'Iowa State. Pour vous donner une idée, Brice Hall, il en est en 10 matchs à 1357 yards et surtout 17 touchdowns. Donc une menace au sol. Comme l'a dit Gus aussi, une menace aérienne avec Brock Purdy et quelques bons receveurs, et notamment le tight end Charlie Collard, dont on parle assez régulièrement dans les épisodes. En face, on a un Spencer Rattler. Alors, Spencer Rattler est quand même bien revenu dans la saison. Ça me fait mal de le dire et ça fait mal à beaucoup de gens, je crois, de le penser. Ça reste un génie un peu. Enfin, il est hyper Oh talentueux. non, alors là, oui, bon, les mots. Si les gens hyper ça reste un talentueux, très bon. ça peut faire un match de merde. Ça Non, mais commence à Elio, devenir. tu parles à un mec Juste- qui voit qu'il y a une boucle qui est dans la course au S-Man. Non, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. arrêtez de vous mentir à vous-même. Vas-y, Vous savez très bien Valentin. que Spencer Rattler, c'est un des mecs les plus talentueux. Enfin, c'est le genre Non, de mais, gars qui peut oui, non, balancer mais le 6 mot génie, ça va aussi, quoi, interceptions, tu 6 vois. touchdowns dans un match. Vous savez très bien qu'il peut vous faire Mais il une l'a pas fait performance jusqu'à présent, il l'a pas fait. Val, t'allais intervenir? suffit que ça Ouais, arrive. j'allais parler un peu du plan de jeu de Iowa. Je pense qu'à Iowa, ils vont essayer de contrôler le temps, donc avec Brice Hall et leur tight end Charlie Collard sur des traces assez courtes. Et s'ils arrivent à tenir Rattler hors du terrain, quand il va le plus possible, quand il va rentrer sur le terrain, il va devoir tenter. Et on sait qu'il se foire quand il essaie de trop faire. Donc peut-être que le jeu, ça va être ça. Ça va être de vraiment tenir le plus loin possible Rattler. Et quand il rentre, vas-y. Tu vois, ils vont être en manque de temps. Il va devoir prendre des décisions. Et vu qu'il cette année, il prend pas les meilleures décisions possibles, peut-être que ça va créer des turnovers pour Iowa. Et ils vont pouvoir continuer à contrôler le temps avec leur jeu au sol qui est quand même très, très performant. Et Oklahoma, on l'a remarqué, hein, Lincoln Riley, il a bien compris quand il est quand Rattler est trop sous pression et qu'il commence à faire un peu n'importe quoi, il y a TJ Pledger, le running back, qui est aussi très très bon et qui fait le boulot. Donc à voir un match en tout cas très très intéressant qui se passera du côté de Dallas, c'est samedi à 18h. 21h30, et oui, plage horaire suivante. On a la Sun Belt Championship, la finale de la Sun Belt, qui oppose Louisiana à Coastal Carolina, du côté de la Caroline du Sud, au Brock Stadium à Conway. Louisiana qui sont à 9 victoires, 1 défaite. Coastal Carolina, 11 victoires, 0 défaite. Invaincu et puis maître incontestable de cette Sun Belt. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Si vous préférez dire oui, Coastal Carolina vont s'imposer, il n'y aura pas de souci. Ou si justement vous préférez dire Louisiana, c'est possible, c'est possible. Et d'ailleurs, je fais partie des partisans de Louisiana. Les Raging Cajuns, on est là, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Louisiana, le problème, enfin, ils ont perdu qu'un seul match. Moi, je les trouve quand même très solides. Ils ont perdu qu'un seul match de 3 points contre Coastal. Ils ont battu en début de saison, je crois, en plus. Ouais, c'est ça, 4e semaine, il me semble. Ils ont battu Iowa State. Et c'est pas, enfin, mine de rien, c'est quelque chose qui est pas à négliger. Ils ont battu Appalachian State 24-21. Ils ont battu pas mal de grosses équipes, en fait. Et c'est pour ça que moi je vois un match très très compliqué pour Coastal. Ça va pas, c'est pas parce qu'ils sont 11e au classement CFP ou 12e, je sais plus, que c'est un match facile. Ils ont gagné de seulement 3 points contre Louisiana et ça va être encore un match hyper serré. Coastal, ils ont eu du mal la semaine dernière contre Rice, non, je sais plus contre qui ils jouaient, mais ils ont eu du mal. Et ça va être important de voir. C'était Troy. Troy, ouais, pardon, contre Troy, de voir comment Coastal se comporte face à Louisiana. C'est un match encore une fois qui va jouer à 3 points maximum.
Personnellement, je vois une victoire de Costal parce que c'est un peu plus proche de. Enfin, il joue un peu à un domicile, entre guillemets. C'est beaucoup plus Bah, il proche. joue à domicile, non? C'est en Caroline du Sud. Ouais. Oui, mais Conway, c'est Coastal Carolina, non, si je me trompe pas. Il joue à la maison. Il joue sur la Stade Bleue. Ah, merde. Bah, il me semble, non? Conway. Bah, je crois que c'est ça. Bon. Ouais, en tout c'est cas, il chez joue à eux, c'est chez eux, Ah, c'est c'est ça, chez eux, mais ça- c'est à à domicile. domicile, ouais, bah- Ils ont pas relocalisé le match, alors je sais pas pourquoi. Mais... Et il y a une bonne petite ambiance, hein. Un avantage qu'ils auront d'avoir les spectateurs. On l'a vu contre BYU, c'était hyper important l'ambiance qu'il y avait, enfin l'énergie qu'il y avait dans le stade. Et Coastal va certainement adopter la même énergie contre Louisiana, pardon. Et ça va être un super match, je pense, sur la plage horaire de 21h30. Et moi, je pense pas trop comme toi. Je pense qu'ils vont s'imposer un peu plus facilement, d'au moins 14 points. Parce que la D-line de Costa elle est quand même très performante, et en sachant que Louisiana utilise quand même pas mal leur running back, même s'ils ont une offensive line qui est pas trop mauvaise, hein, on va pas se leurrer, parce qu'il me semble que leur running back numéro 1 il est dans les 700-800 yards. Et ils ont quand même un quarterback qui fait quelques erreurs. Et je pense qu'avec la défense et leur linebacker qui aime bien Augustin, je pense que ça fera vraiment la différence. Et à mon avis, ils vont pas être plus inquiétés que ça, que tu le penses. Mais C'était moi- Teddy Gallagher, le mulet. le mulet, ouais. Mais j'aimais quand même un doute. Louisiana, ils vont venir avec en fait la rage de vaincre. Ils ont rien à perdre. Ils vont à l'extérieur. Ils se retrouvent face à une équipe qui se dit bon, bah nous on a gagné tous nos matchs. On est chez nous pour une finale. Enfin, tout va bien. Et Louisiana, je pense qu'ils ont tellement rien à perdre qu'ils peuvent le faire, quoi. Voilà. Il y a aussi ce principe-là, ce principe mental qui est à prendre en ligne de compte, à mon avis, et on verra bien. En tout cas, on verra bien. Aurélio. Ouais. Ah oui, Guigui, excuse-moi, oui, t'as pas donné ton avis, pardonne-moi. On m'oublie. Non, juste. On pense tous à toi le reste de la semaine, t'inquiète pas. Finir très rapidement sur ce match. Je vais donner Coastal Carolina aussi. Je pense que leur offense est assez performante pour remporter ce match. Et j'ai vraiment extrêmement envie, je sais pas si ça va se réaliser ou pas, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de voir Coastal Carolina pardon, sur un New York Six Bowl et contre une des grosses équipes. Parce que, soyons très clairs, si Louisiana gagne, ils ne seront pas sur un New York Six Bowl, ils ne seront pas sur un des gros bowls de cette saison. Et j'ai vraiment envie de voir, justement, pour revenir un peu à ce qu'on disait en début de podcast, ce que Coastal Carolina, c'est une équipe invaincue avec 12 victoires, donc ça a quand même plus de valeur que quand tu as vaincu à 5 ou 6 victoires. Et donc une équipe à 12 victoires, ce que ça peut donner face à une grosse équipe, en fait, une des grosses équipes qui sera pas en playoff. Et pour vraiment, je trouve que ce serait un bon moyen de nous rendre compte de est-ce que effectivement il y a un énorme gap et c'est juste parce qu'ils ont une compétition différente qu'ils sont à 12 victoires, ou est-ce que en fait ça serait un gros dos d'honneur au comité s'ils arrivaient à gagner ce match contre, je sais pas, Texas A&M, Florida s'ils vont pas en playoff, Georgia, n'importe qui, de voir si justement comme je disais ils peuvent faire un gros honneur au comité en disant bah voilà, on aurait dû avoir notre chance, on aurait pu avoir notre chance et on est là et on est l'équipe jeune en plus. Ah mais ça c'est sûr, hein, ça va les motiver. C'est ça, sur les années prochaines, il va falloir vraiment compter avec nous. Même si on n'est pas du Power 5, on est là, on est quelqu'un et on est quelqu'un pour durer. Enfin, c'est ça qui va être intéressant et c'est dans ce sens-là où j'espère que Coastal Carolina va l'emporter. Je suis complètement d'accord avec toi, et avant de passer à la suite, je vais faire une analogie avec ce qu'avait dit Eddie Jones, le sélectionneur de l'équipe de rugby d'Angleterre, avant France-Angleterre en février dernier. Il avait dit les Français vont vivre l'enfer, une violence qu'ils n'ont jamais connue, et je pense que justement c'est le genre de discours, c'est le genre d'acte, le fait qu'ils soient repoussés aussi loin dans le top 25 qui va les surmotiver, et on sait très bien que chez ces équipes, ça carbure surtout à l'envie, au mental, on va dire à la fraternité avec les potes, les frères terrain, vous appelez ça comme vous voulez, et ça va vraiment être le truc qui va les pousser à aller chercher ce match. Faut leur faire passer le discours de Duprat quand il était à Toulouse avant leur match pour sauver. Ah, Duprat et Antonin Gaillard. Ouais.
Un discours qui est passé qu'une fois, hein, parce qu'après, là, Ouais, Duprat, il a pas fait long feu. Ah, non, mais ça, ces discours-là, c'est des discours qui te donnent le frisson, la chair de Ouais. poule et C'est un match, c'est un one faudra leur time. envoyer. Faudra leur envoyer. 22h, match. Alors là, je pense que c'est le match. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis certain même. C'est le match de la soirée. 22h, l'ACC Championship à Charlotte, en Caroline du Nord, dans le stade des Panthers. On fait des bisous, bien entendu, à nos potes de Panthers France. Au Bank of America Stadium, Clemson, 9 victoires, 1 défaite, qui se déplace du côté de Notre-Dame, leur bourreau, donc qui ont infligé la seule défaite de Clemson cette année. Notre-Dame, 10 victoires, 0 défaite. Et Augustin, bien entendu, on va te laisser illustrer ce match et cette. Est-ce qu'il va parier une deuxième fois contre son équipe? C'est la grande question que tout le monde se pose. Réponds-nous, Augustin, on frétille. Bah, si c'est pour avoir le même résultat et la même crise cardiaque à 5h du matin, oui. Clemson va gagner, alors je le dis fort sous tous les toits, vous voulez. T'as raison, faut pas changer les trucs qui marchent. T'as bien raison. Ouais. Continuité, hein, tu connais. Non, mais pour revenir au match, voilà, Clemson a perdu son seul match de la saison et son seul match de saison régulière depuis 2017 face à Syracuse, donc cette année face à Notre-Dame. Match, hein, vous le savez, double overtime, on les a fait tomber et tout. Bon, il n'y avait pas Trevor Lawrence. C'est pour ça que je m'inquiète un petit peu plus pour ce match, parce que certes, Ugalele, c'est un putain de quarterback, hein. On l'a vu pendant le match, le mec, tu sens qu'il est ultra talentueux, mais c'était son premier match en tant que titulaire. Là, il y a Trevor Lawrence qui va revenir, je pense pas qu'il va rattraper le Covid. Donc voilà, c'est comme une autre paire de manches, sachant que Clemson va avoir le retour de Skalski, leur linebacker un peu clétus, un peu foufou sur le terrain, et qui est un super linebacker, hein, faut le dire, et aussi le retour de Xavier Thomas, le defensive end. Donc nous, on n'a aucun blessé, mis à part Jared Patterson, notre centre, qui est un des meilleurs centres du pays sur la ligne offensive, mais il est remplacé par des super joueurs, et là je me fais pas trop de soucis. Mais voilà, Clemson se renforce par rapport au match aller, j'ai envie de dire. Et on peut dire que sur le papier, bon, Clemson était déjà favori la dernière fois, hein, mais là, ils le sont encore plus. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'ils soient favoris chez Bookmaker. Ils sont à moins 10, là, je viens de voir, moins 10,5. Et non, je pense que ce match, en fait, ça va être. Clemson va prendre ce match comme une revanche. Et puis, qu'on soit clair, si Clemson perd, il vire du top 4, hein, on est d'accord, les gars. Alors, j'ai du mal à les voir rester dedans, ou ça serait un scandale, mais. La dernière saison de Trevor Lawrence, s'il va aller en playoff, il faut gagner ce match. Alors, ça va être. Non, mais moi je suis d'accord avec toi, Gus, mais tu sais, le comité fait tellement tout et n'importe quoi et veulent mettre. Si je pense que le comité ne se permettra pas de ne pas mettre Trevor Lawrence en. Non, mais du coup, voilà, on part. Ce que je veux dire, c'est qu'on part du principe que Clemson, c'est le match de la mort pour eux, et faut offrir à Trevor Lawrence une dernière saison, sa dernière saison en carrière. Title shot, ouais. En playoff. Ouais, mais après, regarde, Gus, si ça se passe comme on l'a prédit et que Ohio State perd son match, mettons que Bama gagne son match, bah, il reste en playoff, à mon avis. Hein. Ils sont quatrième. Mais c'est certain. Alors ça, c'est certain. Ouais, mais après, c'est certain. Et est-ce que ça serait vraiment dégueulasse? Pour moi, oui et non. Tu joues contre des équipes mauvaises toute l'année, et le seul match un peu important, tu le perds. Par exemple, si Iowa State gagne leur match face à Oklahoma, Ohio State perd et que Clemson perd, pourquoi c'est pas Iowa State à la place de Clemson, tu vois? Non, mais bref, voilà, on va dire c'est l'extra. Et soit c'est une source de motivation, cette pression, soit justement ils vont se foutre la pression et ils vont peut-être appréhender ce match. Et je pense que c'est là où nous on est avantagé par rapport aux Tigers, c'est que Notre-Dame, on est quasiment certain d'être qualifié en play-off. Alors je pense pas que ça soit la politique de la maison de dire aux joueurs non, on n'en a rien à foutre de ce match, on sera quoi qu'il arrive en play-off. Ça sera la première et la dernière finale de notre histoire en ACC, puisque l'année prochaine Notre-Dame sera de nouveau indépendant.
Voilà. Donc c'est le moment un petit peu de continuer à écrire l'histoire pour ce groupe qui est certes moins talentueux que les années précédentes, mais qui est beaucoup plus soudé, je pense, grâce au Covid et à Black Lives Matter. Et voilà, je pense vraiment qu'on peut gagner parce qu'on va continuer à utiliser ce qui a marché en milieu de saison contre les Tigers, c'est-à-dire un jeu à la course dominant et du playmaking en défense, quoi. J'en ai déjà parlé plein de fois. Toutes les semaines, je me regarde la vidéo résumée du match parce que ça me fout des frissons, mais il va falloir continuer sur ces bases-là. Yann Book, il va devoir continuer à bien manager le match, à bien le gérer, à ne pas lancer d'interception, à ne pas faire de faute, par exemple, de ne pas faire ce fumble à 3 minutes de la fin. Et moi, je pense que j'ai confiance. C'est le moment ou jamais pour les taper. On a l'ascendant psychologique, même si on n'est pas annoncé vainqueur. Et je trouve que la cote, elle est quand même. Ouais. Vous êtes à 10,5 points underdog. Hein. Pour moi, c'est la limite du manque de respect quand même. Ouais, voilà. Donc, j'espère que les joueurs vont le prendre comme ça. Et j'espère qu'on va les taper, parce que si on les tape, va falloir discuter de Notre-Dame comme première équipe du pays. Et je pense que c'est pas blasphème si je le dis. Et parce que Clemson va sortir. Alabama. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un débat. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que ça va être le cas, mais il y a un débat, quoi. Quand tu bats 2 fois Clemson dans la même année, je suis désolé. Alabama ça arrivait combien de fois dans l'histoire que tu sois pas premier? Mais bref, les gars, ça c'est pas le débat. Le débat, c'est le match. Ouais, c'est pas ouais. Donc moi, je prédis. Désolé Guillaume, j'essaye d'être plus positif. Victoire de Notre-Dame, ça va jouer dans le dernier quart. Mais parle pas de malheur, tu vois, tu le fais ça, Gus, putain, ça y est. Mais quel imbécile. C'est trop tard, voilà. Attends. Quel imbécile, il a ouvert sa bouche. À moins que tu coupes ce moment-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va rester 5 minutes dans le match. Yann Book, Buck, ils vont faire un punt dans nos 5 yards, il va récupérer le ballon là-dedans. Il va faire une course de 40 yards. Un truc de malade. Hein. En fait, tu nous fais un play-by-play là. C'est sûr qu'il va pas lancer. Steve Farm, step back, et après il a ouvert sa bouche, il va faire une course de 40 yards et il va fumble. Putain. Course de 40 yards et après il va lancer une deep pass pour Javon McKinley qui va la récupérer sur le dos de ce satané sur la tête de ce satané Derion Kendrick à la Marco Wilson. T'as capté? Et on va gagner. T'as bien joué. Et là, je pense que je vais passer une nuit incroyable et Mais quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de désillusion pour moi. En tout cas, j'ai pas de meuf, j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, mais je suis heureux, bordel. Quand Marseille gagne un match sur 3. C'est ça. Non, mais Gus, en tout cas, moi je te le dis, depuis que je suis né, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, depuis 10 générations, on est tous fans de Notre-Dame. Moi je suis pour Notre-Dame à fond ce week-end en tout cas. T'es contre Dabo Swinney, c'est pas pareil. Moi aussi, non, mais je suis contre Dabo et un peu. Oui, je vais pas parler de ça, mais bon, un peu Clemson, est-ce que tout ce qui est représenté derrière, on va dire, le tableau derrière. Mais Notre-Dame, surtout, vous faites une super saison. Vous n'avez pas démérité en vous mettant dans une conférence. Vous êtes bien arrangé pour pouvoir jouer et vous méritez que ça, la victoire. Ah oui, on mérite. Hein. Et puis vous avez des prospects moins gros que Clemson chaque année. Ah oui, et justement, c'est ça qui est kiffant, ça serait de vous voir gagner et d'aller loin. Et pareil pour les playoffs. Pour les playoffs derrière, en tout cas, je te souhaite que du bonheur avec Notre-Dame. Je pourrais mourir tranquille, comme on dit. Alors, on parle pas de malheur, pas tout de suite. Juste un petit prono, les amis. Donnez-nous un nom, s'il vous plaît. Notre-Dame, moi je continue à faire ma part que Gus ne veut pas faire. Et comme au match de saison, je mets Notre-Dame victorieux. Robin. Parce que Val, je l'ai entendu dire Clemson, Robin. Pareil que Val. Je vais mettre Clemson parce que le retour de Trevor Lawrence, le retour de Skalski en défense qui est littéralement le QB. C'est son père, le défensif coordinateur, ils se comprennent bien. C'est le leader de la défense, c'est vraiment là, il connaît tous les jeux. J'espère pour lui qu'ils se comprennent bien. C'est inquiétant à ce stade. Non, mais c'est les services sociaux, sinon. Ouais. C'est l'âme de la défense. C'est l'âme de la défense. Et Skalski, au-delà d'être le fils du coordinateur, c'est un bon joueur. Et je trouve que c'est le leader. C'est un peu
forcément, c'est le QB de la défense parce que c'est lui qui fait un peu le tout, mais quand il faut faire des ajustements, quand il faut prévoir des jeux, etc., il est toujours là et j'ai l'impression que le retour de Skalski, il va permettre de gagner, de donner la victoire à Clemson. Même On se rappelle d'ailleurs de sa performance hors norme l'année dernière face à Ohio State, je crois, en demi-finale. C'est ça. Mais moi, je pense que Clemson va gagner, mais de peu, ils vont avoir un duel farouche avec Notre-Dame. Il va se faire vicose Trevor Lawrence par Jérémy Awuzu-Koramoah. Marquez mes mots, écrivez-les sur votre un petit post-it là. Il va le détruire. C'est ma prédiction. Bien, ça sera le mot de la fin. Le mot de la fin, et ça risque de pas plaire à tous les comptes de joueurs français. 22h15, Boise State qui se déplace du côté de San Jose State en Mountain West à Las Vegas au Sam Boyd Stadium. Boise State 5 victoires, 1 défaite. San Jose State 6 victoires, 0 défaite. Alors là, les gars, faites vos jeux. Que pensez-vous qui serait vainqueur selon vous? Moi, je parie sur San Jose State. Parce qu'ils sortent d'une saison historique, la première de leur histoire où ils sont en finale en Mountain West, après des années difficiles. Et moi, je pense vraiment qu'ils peuvent battre Boise State, certes, Boise State, ça reste toujours une équipe talentueuse tous les ans, parce que c'est une équipe hyper bien gérée. Mais moi, je vois bien San Jose State créer la surprise, parce que pour moi, même s'ils sont au classement et pas Boise State, ça restera un upset. Et voilà, victoire pour San Jose State à Las Vegas. Bah, moi, un peu à l'instar de Gus, je vais parier sur Boise State. Ils ont une victoire un peu compliquée face à Wyoming, mais c'était le premier match de Backmeyer depuis un bout de temps. Ils ont eu 2 matchs d'annulés avant Wyoming. Ils ont eu le match contre UNLV d'annulé et le match contre San Jose State annulé les 2 semaines avant Wyoming. Ça va être un match serré pour Boise State, mais victoire à la fin quand même des Broncos. Très bien, Guigui, Val, une équipe? Moi, je mets San Jose State. Pareil. Eh bien. Et toi, mon Elio? J'aimerais te faire confiance et mettre San Jose State, mais vu que tout le monde le met, moi je mets quand même un petit Boise State, un peu plus d'expérience, puis Backmeyer, s'il est revenu, je crois je crois que j'avais entendu dire qu'il était revenu, qu'il avait fait un bon match la semaine dernière en tout cas, donc j'ai quand même un peu plus confiance là-dessus et sur l'expérience de Boise State. Donc voilà. Boise State. 2h du matin. Il reste 2 matchs de championship à vous présenter. 2h du matin en American Conference. Tulsa qui affronte Cincinnati. Du Beau côté match, de... Ouais, alors encore une fois, un match à domicile pour une des 2 équipes. C'est au Nippert Stadium à Cincinnati. Tulsa, 6 victoires, 1 défaite. Cincinnati, 8 victoires, 0 défaite. Il y a... là, encore une fois, c'est un des matchs indécis, je dirais, dans ces championships. On se retrouve avec 2 excellentes équipes, sincèrement. Pour vous, qui peut plus le faire qu'une autre? Et vraiment, encore une fois, ça risque d'être un beau match. Alors, je vais mettre ma pièce sur Cincinnati parce qu'ils vont jouer avec de l'urgence. Enfin, Cincinnati bat Tulsa, qui sont du coup champions de conférence, qu'ils ont encore une fois une victoire dans le top 25 parce que Tulsa est 24e. Il y a des chances que si jamais ça perd devant, ils passent en play-off grâce à ça. Donc il faut absolument qu'ils gagnent pour rester en vie pour les playoffs. C'est pour ça que je mets Cincinnati. Attention si vous regardez le match, attention à Zaven Collins, le linebacker de Tulsa. On en a déjà parlé dans les anciens podcasts, dans les podcasts précédents. Il est hyper fort et ça va être un très très bon match-up. Je trouve la défense de Tulsa va vraiment avoir son mot à dire face à l'attaque de Cincinnati. Parce que justement, ça sera ça
on va dire la question centrale du match, c'est quel côté du terrain va prendre l'ascendant sur l'autre. Est-ce que la sublime défense de Tulsa va réussir à mater la super attaque de Cincinnati, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que l'attaque de Cincinnati va réussir à écraser la sublime défense de Tulsa? Et moi, je pense que c'est Cincinnati qui va gagner. Je pense. Demon Raider. Ouais, voilà, j'appuie complètement tes propos, Gus. Hein. Desmond Rider, c'est quand même assez impressionnant. C'est un athlète quarterback. Hein. Il sait lancer, il sait courir, il sait sortir de situations très, très spécifiques, on va dire. Il y a aussi notre pote Michael Young, le receveur, qui est très bon. Enfin, Cincinnati ont un potentiel offensif qui est assez incroyable. Alors là, cette fois-ci, tout à l'heure, je disais que Louisiana peuvent aller du côté, même s'ils jouent à l'extérieur chez Coastal Carolina, ils peuvent les déranger. Mais j'ai quand même cette impression que Cincinnati vont être à domicile, ils vont se sentir à domicile et ils vont pouvoir mettre leur jeu en place. Tout ça, c'est une très très bonne saison, c'est une belle défense. Mais il y a un moment, il faut aussi que l'attaque soit au top. Et je pense pas que l'attaque de Tulsa pourra forcément être mieux que l'attaque que Cincinnati. Et quand la défense passe plus de temps à jouer, bah forcément, il y a un moment où ça pète. Et je pense que Cincinnati prendront l'ascendant à ce moment-là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Guigui, Valentin. Personnellement, j'aimerais bien voir Tulsa gagner. Après, comme tu as dit, j'ai peur que ça soit un peu court offensivement face à l'excellente défense de Cincinnati. Donc, un peu à contre-cœur, mais je vais mettre Cincinnati. Cincinnati, beaucoup trop fort. Voilà. Voilà, point faible trop fort apparemment. Et pour conclure, vraiment, ça va être un match important pour les playoffs. Je l'ai déjà dit, mais si Cincinnati gagne, ils auront encore une victoire dans le top 25 et surtout, ils auront si ça perd devant, il y a moyen que ça aille. Si Florida perd, Texas A&M joue pas, si, mais il joue Tennessee. Si ça perd devant, il y a moyen que ça. Imaginons Northwestern gagne contre Ohio et Clemson se fait sortir contre Notre-Dame. Il y a des chances que Cincinnati prenne une des 4 premières places, enfin une des 2 dernières places, le 3e ou 4e. Donc ça va être hyper intéressant à voir. Et il y a vraiment une réelle implication pour les playoffs. Bah, je te jure que je te dois 10 shots si jamais, même si Clemson perd et que Cincinnati gagne, si Cincinnati va en playoff à la place de Clemson. Je te dois 10 shots parce que franchement, j'y crois, mais nullement, quoi. Mais bon, parce que c'est le comité. On verra. Et puis, on va conclure là-dessus. Alors là, match le plus important de la nuit, match qui, voilà, vous l'entendez déjà souffler, vous l'entendez déjà, ouais, son cœur battre. Eh bien, c'est la SEC Championship qui passera du côté d'Atlanta, hein, dans le tout récent Mercedes-Benz Stadium, l'antre des Falcons. Et ce match opposera donc Auburn à Texas A&M. Les amis, vous mettriez plutôt Auburn ou Texas A&M? Guillaume? Frère, je m'en beurre. Vas-y. Non, ce match qui oppose Alabama, hein, vaincu cette saison, qu'avec des victoires, il n'y a pas de victoire référence, c'est que des top victoires, 10-0, 10 matchs, 0 défaite, 10 victoires, 0 défaite, pardonnez-moi, et Florida, 8 victoires, 2 défaites, dont la semaine dernière, on en a parlé dans le précédent épisode. Guigui, tu vas commencer et on aura de quoi suivre. Frère, je suis pas bien déjà là. Non, bah ouais, comme tu as dit, Florida, Alabama. On a passé la saison à dire we want Bama, bah ça y est, on les a. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et il y a plus qu'à c'est le il y a plus qu'à qui est compliqué. Si je dis pas de bêtises, on est donné. Alabama est donné favori de 17 points, c'est ça, de 17 points. Première chose, je pense que ça sera plus serré dans tous les cas. Ah là là, putain. C'est dur, David. Je promets que c'est dur. Quoi qu'il arrive, je mets les Gators à gagnant. Je peux pas. Au fond de moi, j'y crois. Je sais que ça va être excessivement dur, mais au fond de moi, j'y crois. Maintenant, c'est Bama. Ça va être extrêmement compliqué.
Parce que va falloir stopper leur jeu à la course déjà en numéro 1, ce qui n'est pas une mince affaire avec notre ami Najee Harris. Et si par je ne sais quel miracle, parce qu'on n'a pas été franchement bon contre la course, d'ailleurs on n'a pas été franchement bon contre la passe non plus durant cette saison, mais si éventuellement on y arrive, va falloir que Kaiir Elam, notre petit corner sophomore, fasse le match de sa vie pour si c'est pas shutdown, limiter au maximum Davonta Smith. Il y a des vidéos qui ont tourné comme quoi Jalen Waddle serait de retour, ou je sais pas. J'y crois pas du tout. Il a tout à perdre à jouer ce match. Il a déjà son draft stock qui est déjà bien en place. Tout le monde sait ce qu'il vaut. Tout le monde sait quel joueur c'est, pardon. Donc ouais, Davonta Smith, ça va être ça. Ça va être est-ce que Davonta Smith et Najee Harris peuvent à eux deux contrôler le match? Si on arrive à les limiter, on aura une chance. Notre attaque, je me fais pas de soucis. J'ai pas plus peur que ça de la défense de Bama. Ou en tout cas, j'ai extrêmement confiance en mon attaque. Qui pour moi peut rivaliser. Tu peux s'asseoir à la table de n'importe quelle attaque du college football. À moins d'une énorme surprise où on veuille encore faire reposer Kyle Pitts, il devrait jouer, hein, évidemment. Mais voilà, entre Pitts, entre Trask, entre Grimes, entre Shorter, Copeland, on a pléthore de joueurs offensifs pour tenir la dragée haute à Bama. Maintenant, ça va vraiment être est-ce qu'on va réussir à les stopper quand va falloir. Est-ce que quand faudra faire le stop en troisième et 3, est-ce qu'on va se retrouver encore avec notre coordinateur défensif qui fait jouer nos corners à 10 yards? Les amis, ça... Est-ce qu'au premier stop, ça va lâcher une chaussure ou pas? La vraie question. Non, apparemment, on s'est mis d'accord avec Alabama pour jouer pieds nus ce match. Alors, ça va être plus compliqué pour les cuts, ça on est d'accord. On sait, Mais, Yannick Noah. C'est ça, Yannick Noah, on se sait. Mais voilà, après, comme je l'ai dit sur Twitter, je me suis un peu lâché sur Marco Wilson ces derniers jours, ou en tout cas après le match. Maintenant, c'est passé. Lâché, hein. Ouais, lui aussi s'est lâché, donc tout le Gator Twitter s'est lâché. Maintenant, c'est un nouveau match, c'est ce qui est fait est fait. Je serais le premier ravi s'il sort le match de sa vie et qu'il arrive qu'il retrouve son niveau de sa saison freshman. Je nous le souhaite. Maintenant, encore une fois, on est loin d'être favori. Quelque part, on a un peu nous aussi, à l'instar de Louisiana, rien à perdre quelque part dans ce match. Dans le sens où avec une défaite, on aurait pu éventuellement avoir un peu à perdre. Là avec 2 défaites, on n'a plus rien à perdre. Maintenant, c'est parti, c'est à l'abordage. Les femmes et les enfants d'abord, Marco Wilson ensuite. Et voilà, enfin, va falloir montrer les dents, va falloir sortir du vestiaire le couteau entre les dents et sortir la main du falzar. Voilà, j'ai essayé de rester le plus poli, le plus courtois possible, mais c'est pas les expressions de beauf et les expressions un peu vulgaires qui me manquent. Mais voilà, est-ce qu'on va avoir des guerriers, que ce soit en attaque ou en défense? En attaque, je sais qu'on les a. En défense, je sais qu'on en a. Maintenant, ils l'ont pas tous montré. Certains l'ont montré, hein, comme notre linebacker Ventrell Miller qui fait une superbe saison, qui est vraiment le leader de notre défense, mais malheureusement, tout Ventrell Miller qu'il est, il peut pas couvrir et Davonta Smith et Najee Harris à la fois. Tu vois, c'est pas possible. Il est très bon, c'est juste impossible. Donc voilà. Alors, Guigui, tu parles beaucoup de l'attaque de Bama, à juste titre, mais tu parles pas beaucoup de votre attaque, parce que votre jeu à la course depuis 2 ans n'est pas exceptionnel. Il est bon, on va dire bon, correct, bon. Et face à la D-line et surtout au front 7 globalement de Bama, il va pas exister. Donc il vous reste plus que le jeu à la passe. Donc vous avez Trask, vous avez des Kadarius Toney et tout, etc. Très bien. Mais ils ont quand même des joueurs à revendiquer dans le défense en tant que DB. Et à mon avis, tu vas être surpris, mais vous n'allez pas marquer beaucoup de points. Et moi, je pense qu'on va les marquer. Et en fait, c'est là où Dan Mullen est intelligent. Enfin, pour moi, Dan Mullen est intelligent et un très bon coach offensif. C'est qu'il a vu dès le début que on galérait un peu à la course. Donc en fait, on a réussi à en découler, on va dire, un extended run game avec des screen pass, des sweeps, des machins
qui force la défense en fait à rester un tant soit peu honnête sur notre course, sans qu'on ait des running backs qui courent 100 yards à chaque match. Donc c'est là où ça peut être intéressant, parce que des jet sweeps de Tony qui vont pour 40 yards, on en a vu un paquet. Des screen pass, que ce soit sur Grimes, sur Tony, on en a même vu une ou deux sur Pitt cette saison, où derrière ça prend plus de 10 yards, on en a vu. J'ai beaucoup aimé par contre le running game sur le match contre LSU, alors qu'il y avait une bonne D-line et des bons backers, notamment Jabril Cox, où on a quand même je vais pas dire bien réussi à courir, mais mieux réussi à courir en tout cas. Et donc voilà, nous en fait vraiment notre running game c'est une sorte de decoy. Faut arriver à garder la défense honnête, pas qu'ils aient la possibilité de tout le match balancer 8 joueurs en couverture et juste 4 mecs qui rush parce qu'ils savent très bien que ça suffira pour le running game. Et c'est ce que Dan Mullen arrive à faire. Même s'il y a des équipes qui décident de complètement abandonner leur run defense pour en mettre 8 en couverture, hein, ça on l'a déjà vu cette saison. Mais voilà, c'est là où je le trouve intéressant et intelligent. Je dis pas qu'on va mettre 60 points à Bama, j'en suis pas là non plus. Mais je pense que leur en mettre 30, c'est quelque chose de faisable. On a les playmakers pour le faire. On a les playmakers pour gagner des 1 contre 1. On l'a vu à maintes reprises cette saison. Que ça soit les goal line fade ou les jump balls sur Grimes qui a 6-3 ou 6-4, Pitts qui a 6-5 si je dis pas de bêtises, Shorter qui a 6-4. On a les mecs pour aller chercher la balle plus haut que le défenseur. On l'a utilisé. Oui, t'as Jordan Battle, t'as Surtain, t'as du monde en face. Ouais, mais ils sont moins gros. Je suis pas sûr qu'ils soient meilleurs quand même après les receveurs. Après, à part Tony. Moi, personnellement, je trouve mon attaque, Tony, c'est Tony. Des Gators. La vie de rêve. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais déjà, est-ce que Trask va avoir le temps de lancer? Parce que on parle souvent que Christian Barmore, mais t'as Fidarian Matisse, t'as le sophomore, je crois, il est la Brian Ray. Enfin, tous ces gens-là, ils vont mettre la pression à Trask. On voit Dylan Moses en blitz aussi, tu vas voir. Voilà, est-ce que Tony va avoir le temps de faire 15-20 yards et de cut? Je sais pas. Ouais, ils vont mettre de la pression, mais ça, on le voit depuis la saison dernière. C'est que autant notre line a du mal à ouvrir les trous à la course, autant sur la passe pro, elle tient vraiment bien. Ensuite, on en a déjà parlé et tu m'as fait la réflexion déjà. Kyle Trask, c'est pas un mec à qui tu lui mets la pression en fait. Il ne subit pas la pression. T'as beau avoir 2 bugs qui sont à 15 cm de lui, s'il veut faire sa passe, il la fera et il va pas avoir le bras qui tremble comme certains QB peuvent l'avoir, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'impressionne. Ce qui m'impressionne à chaque fois. Non mais vraiment, tu vois. Moi, ça m'impressionne à chaque fois. Le nombre de fois pendant quasiment tous les matchs cette saison, j'ai envoyé des. Mais frère, lance. Et au bout du 8e lance, lui, il a pas bougé. Il a fait 1 ou 2 petits pas derrière. Il s'en fout. Il a son receveur. Il t'envoie ça. Il est détente. Et c'est pour ça, moi, je vois quand même notre attaque performer. Après, encore une fois, c'est bien optimiste. Mais putain, mais gérez votre pote là. Mais encore une fois, après, voilà, ça se trouve, je me trompe complètement. On va mettre 10 points, on va s'en prendre 60, tu vois. Et ça se trouve, ça va finir à 10-17 ce match. Enfin, c'est l'avenir nous le dira. Mais voilà, moi j'y crois. C'est peut-être le seul en France à y croire. On va peut-être avec Will Yeaget, l'ancien basketteur français des Gators. D'ailleurs, en parlant de basketteur des Gators, il y a des nouvelles de Keontae Johnson qui sont vraiment qui vont dans le bon sens. Donc ça fait super plaisir en tout cas. Et, on lui souhaite vraiment un très bon rétablissement, vraiment. Ouais, apparemment, il respire par ses propres moyens. Il a fait des FaceTime avec ses coéquipiers et le président de la fac et notre athletic director. Apparemment, il arrive à dire quelques mots, il sourit, machin, il arrive à s'asseoir tout seul. Donc c'est plein de bonnes choses. En tout cas, je pense qu'on lui souhaite tous un très bon rétablissement. Et petite parenthèse vite fait, je mets pilote pas là-dessus. Très classe la réaction de Florida State. J'ai l'habitude de leur remettre plein la tronche. Tout ce qu'ils ont fait, l'organisation autour de ça a été beaucoup géré par Florida State l'université. Et ça a été très très classe, notamment de la part de leur président qui est directement lui-même allé voir la famille et qui est entré à l'hôpital.
Donc là, juste chapeau et bravo, tu vois. Peu importe la rivalité, ça montre dans les moments comme ça. C'était un peu comme moi avec Richard LeCount plus tôt dans la saison, qui a des choses plus grandes que le sport et ça s'en fait partie. Donc très, très classe. Mais pour en revenir à ce match, ça va être excessivement dur. On n'est pas favori, mais on n'a plus rien à perdre. Faut y aller, faut lâcher les chevaux. T'as plus rien à perdre, mais tu vas perdre. Peut-être. Valentin, Ça fait réfléchir. Moi, je vais vibrer. Toi, tu seras en train pour la première fois depuis 6 mois de voir un match à 2 Miss. On n'a pas les mêmes samedis soirs, à mon avis. Las Vegas qui donne Alabama. Non, mais ça y est, voilà, tu vois. C'est Voilà, regarde, Guillaume, ce que tu organises autour de toi. Une Pour une fois, brouhaha. c'est même pas moi. Pour une fois, c'est même pas moi. Je suis resté Non, je calme. te taquine. C'est vrai que t'es resté sage. Sur celui-ci, on aurait pensé que t'allais être un petit peu plus offensif, mais t'as raison. Il vaut mieux rester calme avant la tempête. Alabama qui est donné. Elio, samedi, si par miracle on s'en sort, bloquez tous. Bloquez-moi tous. Très nous, Je clairement. veux voir ça. Je vais tromper aux premières loges. T'inquiète, on fait en fast time, ma gueule. Ouais. Oh, ouais. Si je suis pas à poil dehors, ouais. Alabama qui est donné vainqueur de 17 points. Contrôle surprise. Robin, ce match, que penses-tu? Qui donnes-tu vainqueur? Victoire sans appel de Bama. Je suis désolé, Guigui, t'étais mon gars sûr sur tout l'épisode, sauf maintenant. Moi, je te rends pas l'appareil. Enfin, t'es toujours mon gars sûr, mais moi, je te rends pas l'appareil. Je suis désolé. Robin, il a fait comme un commit. Hein. Il a flip. Sur- Tu sais, il a mis la casquette Gators, il l'a envoyé, il a sorti Georgia. C'est ça. Je te faux, frère. Mais je comprends. Non, mais pourquoi? Parce que je trouve qu'on a beaucoup tapé sur la défense de Bama en début d'année, comme quoi ils prennent 600 yards contre Ole Miss, etc. Mais dans ces dernières semaines, ça s'est vraiment amélioré. Il y a eu beaucoup de corrections. Maintenant, ils prennent plus autant de yards, etc. Et c'est pour ça que je pense que il y a aucun match et qu'il y a même aucun match pour la contention. Enfin, ils vont être champion national parce que outre l'attaque qui est limite historique, enfin ils sont hyper forts. La défense elle est de mieux en mieux et même si c'est Florida en face, ça marchera pas. On a beaucoup tapé sur la défense encore une fois dans les premières semaines, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Et c'est impénétrable leur D-line, c'est hyper fort. Donc voilà, victoire de Bama sans appel. Désolé Guigui. Eh bien, Robin, pour ma part, Rob, t'as tout dit en fait. Voilà, Robin a fait mon résumé. Merci Robin, je te remercie. Moi aussi, je parie Alabama. Désolé, Guillaume. Mais je souhaite que Donc, Florida gagne. T'inquiète. Ouais, non, Bama c'est trop fort à tous les postes. En fait, il n'y a pas un poste qui est mauvais à Bama où il y a besoin de se renforcer. Enfin, il n'y a pas un poste qui manque, quoi. Tous les postes, c'est trop fort. J'ai l'impression que face à un autre Alabama d'une autre saison que vous auriez pu passer, Guigui, avec cette équipe, mais là, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Ils sont trop forts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'un côté, t'as Devonta Smith, t'as John Mechie de l'autre à lancer. Enfin, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. T'as Najee Harris, sinon, il n'y a pas de souci. C'est pas du jeu en attaque. Et puis en défense, on en a parlé aussi. Mais bon, on verra. En tout cas, on te souhaite le meilleur, Guigui, hein, et on souhaite la victoire de Florida tout de même. Mais c'est vrai pour la plupart, on pense plus à Alabama. Tu voulais te dire un dernier mot sur ce match ou on peut conclure l'épisode? On peut conclure. Go Gators. Eh bien, en tout cas, les amis, ce qui est intéressant quand même, c'est que dans ce podcast, on est 6 en tout. On supporte. Alors, c'est pas pour nous jeter des fleurs, très loin de là. Il n'y a pas de toute façon, voilà. On n'a rien à y gagner, mais c'est surtout qu'on est quand même 6 fans d'équipes différentes. Pas forcément de grosses équipes pour certains du college football, mais pas forcément les meilleurs. Pas le quatuor qui nous est donné à chaque fois par le comité, mais il y a 3 d'entre nous qui se retrouvent en championship ce week-end. Donc les gars, que le sort puisse vous être favorable. Vraiment, nous, Merci, les autres membres de l'équipe, on est avec vous à fond. Et on espère vraiment qu'on pourra apprécier ce dimanche tous ensemble pour le nouvel épisode où on vous résumera le week-end. Moi, j'espère que vous allez tous vous faire taper, que je rigole. Merci le Ray. Toi, tu vas te faire taper par LSU, par un freshman QB. Tu vois lui là?
Là, t'as avec son équipe en bois, là. D'ailleurs, ouais, au passage, Valentin qui avec. Attends, Elou. Ouais. Nous, on est en finale de conférence de football, mais Olimis, ils sont en finale de conférence de beer pong. Ouais, avec Oui, c'est John vrai, Rhys ouais. Plumlee en capitaine. Certes, avec lui, hein. John Rhys C'est Plumlee en meilleur, hein. capitaine, et en face, on a Mac Johnson en 1000 capitaine. points au composite. Non, mais justement, Il 1. on va pas parler de ces matchs-là, mais juste pour vous donner l'info, ce week-end, Valentin est concerné car Olmis affronte tout de même LSU, donc un match qui s'annonce intéressant. On s'en fout, chef. Non, c'est un match qui s'annonce intéressant avec peut-être deux équipes qui sont à peu près au même niveau cette année. Et aussi, pour la petite info, Maryland qui ont organisé à la dernière minute un nouveau match face à Michigan State. On les reçoit, je crois. Oui, on les reçoit. Maryland, ils font des matchs amicaux en pleine saison. C'est les cracks. Non, mais grave. Non, mais voilà, pareil, un match qui sera assez équilibré, mais on vous les conseille pas de regarder parce qu'il y a les championships. En tout cas, merci de nous avoir écoutés comme d'habitude, les auditeurs. On se retrouve dimanche en espérant vous donner des bonnes nouvelles, à moins que vous soyez pour les équipes adversaires. Et puis, on fait des gros bisous à tout le monde. Salut tout le monde. À la prochaine. Salut les incous.